Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, ici Thibaut. Et je suis encore une fois tout seul, Aymeric n'étant pas très disposé pour faire cette vidéo. Et bah du coup je me retrouve seul pour commencer avec vous l'analyse des decks de l'extension, les Orlalawa de Croise-Tonnerre, et on va commencer avec un deck bleu-rouge. Voilà, ceux qui me connaissent se disent « Eh bah évidemment, il allait le faire, et oui !» Oui. Voilà, mais c'était l'ordre décidé dès le départ, donc voilà, c'était pas spécifiquement fait pour que je le fasse tout seul. Et je n'ai pas évincé Aymeric de manière à pouvoir l'enregistrer solo, vous inquiétez pas. Donc voilà, il reviendra plus tard pour une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, on va du coup s'attaquer au deck rapide de la gâchette. Le deck bleu-rouge des Orlalawa de Croise-Tonnerre qui est rapide de la gâchette. Bref. Mais avant ça, vous savez, on va passer par la phase de pub. Je vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram, on est présent là-bas. Essentiellement, vous pouvez avoir les news comme quoi on sort une nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas à l'occasion et à vous abonner. Voilà, on ne spamme pas, donc profitez-en, voilà. C'est que on va pas s'amuser à vous balancer des conneries tous les jours. Donc voilà, vous saurez à chaque fois, en tout cas, que quand on poste un truc, c'est parce qu'il y a un truc qui est sorti. Voilà. Sinon, je vais en profiter également pour vous rappeler qu'on fait des lives sur Twitch. Parce que oui, on fait des lives sur Twitch chaque semaine. Et en plus, alors, à l'occasion, dès que j'ai le temps, je les mets en ligne en plus sur la chaîne secondaire de la tour de commandement qui s'appelle Les Archives de la tour de commandement. Alors voilà, il y a du retard actuellement, mais vous avez déjà énormément de lives avec des games, des analyses de games, des replays react sur les tables de commandement si jamais vous voulez en savoir plus. Également de la construction de deck, beaucoup de construction de deck. Donc voilà, et puis des discussions autour de différentes thématiques, différentes questions que vous pouvez avoir sur le commandeur. Donc profitez-en, allez y faire un tour, allez vous abonner là-bas, et allez jeter un coup d'œil un petit peu à ce qu'on a pu déjà vous publier là-bas. Voilà. J'en profite également, on a des tipeurs qui nous soutiennent financièrement, c'est grâce à eux qu'on peut continuer tout ça, puisque financièrement, ils nous permettent de continuer à avoir le studio, à avoir le matériel, à le maintenir en place, et à continuer de donner du temps pour faire tout ça. Donc grand merci à tous les tipeurs et toutes les tipeuses de la tour de commandement. Si jamais vous souhaitez également nous soutenir, que ce soit ponctuellement une fois comme ça quand vous avez l'occasion, ou bien régulièrement si vous avez un peu plus les moyens, mais bon, ça s'ajuste toujours en fonction de ce que vous avez envie de donner, et allez regarder dans la description de la vidéo, il y a le lien vers le Tipeee de la chaîne, et j'espère en tout cas que on vous y retrouvera, et je vous remercierai également la prochaine fois. Vous ferez partie également de la liste des personnes qu'on remercie à cette occasion-là. Voilà. On va donc parler du deck rapide de la gâchette, un deck bleu-rouge, IZ, selon les termes habituels. Oui, alors, je vais annoncer tout de suite, c'est pas forcément un deck qui qui me plaisait beaucoup de base. Donc voilà, les gens sont déjà en train de dire « Oh mon dieu, c'est un deck de merde !» Non, pas du tout. Voilà, mais je vous expliquerai à la fin pourquoi. Vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo, ou pas du tout. Voilà, peut-être que vous allez apprécier énormément ce deck-là. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire, et voilà, pour avoir regardé l'intégralité de la liste, bien évidemment, on va faire cet épisode, c'est un gros wow généralisé au niveau du contenu de la liste. Donc, on va détailler bien sûr en premier lieu les nouvelles cartes avec d'abord les nouveaux commandants, puis on parlera éventuellement des commandants qui sont réédités dans le deck, qui peuvent être à la cool, sympa, si jamais vous avez envie de faire un autre deck avec cela. On a également les nouvelles cartes dont on va parler, et ensuite on parlera un petit peu des rééditions très sympas du deck, voilà. Et puis on fera un petit bilan, comme d'hab, hein, voilà. Vous savez comment ça se passe, après tout. Et on va commencer avec le commandant principal de ce deck, c'est-à-dire Stellalie, l'élément imprévisible. Une créature légendaire humain et gredin 2/4 pour 3 dont un bleu et un rouge. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, exilez la carte dessus votre bibliothèque. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. Ok. Et vous pouvez l'engager pour copier un sort d'éphémère ou de rituel ciblé que vous contrôlez. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. N'activez que ce qui vous avez lancé au moins 3 sorts ce tour-ci. Alors, Stellalie, on va le dire tout de suite, voilà, comme ça c'est dit, c'est balancé dans la salle. C'est un commandant qui a déjà été créé, en fait, qui a été construit en compétitif commandeur, en CEDH. Voilà, c'est dit de base, voilà, tac. On est à ce niveau-là tout de suite. Donc bon.
Pourquoi ? Parce que copie de sort, parce que le fait de l'engager sans aucun surcoût en plus derrière, si on a moyen de la dégager, bah en fait ça peut être très très combo. Voilà, je vous laisserai apprécier le reste. Après, ce qui est assez intéressant, voilà, pour revenir un petit peu plus dans la sphère calmos du commandeur, hein, où on commence pas à dégénérer rapidement. Stellali, c'est un commandant qui est assez intéressant puisque on va jouer sur le côté lancer le deuxième sort à chaque tour. Ce qui est une thématique qu'on avait déjà vue. Alors on avait déjà eu piocher la deuxième carte à chaque tour, qui était déjà arrivé depuis le premier Eldraine, si vous vous souvenez. On avait déjà eu lancer le deuxième sort à chaque tour, et ici dans cette édition, c'est vrai qu'on a déjà eu pas mal dans l'extension de cartes qui mentionnaient, oui, le deuxième sort que vous lancez à chaque tour, nanana, vous avez tel effet qui se déclenche, etc. Donc, on est dans la thématique de ce que propose l'extension déjà de base. Ok. Le fait de jouer de l'Impulse Draw en plus, bah honnêtement, c'est pas dégueulasse du tout. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas uniquement pendant votre tour. C'est-à-dire que au cumulé, vous pouvez, si vous voulez, déclencher cette capacité sur un tour de table une fois par joueur, ce qui fait que sur une table de 4, vous allez la déclencher 4 fois sur la table. Alors après, par contre, ça demande quand même de lancer 2 sorts à chaque tour, ce qui est plutôt pas mal, hein, vous admettrez. Donc bon, c'est intéressant. Mais moi, ce que je trouve assez cool, c'est le fait que on ait accès à la carte en question qui est exilée jusqu'à la fin de votre prochain tour. Ce qui fait que si jamais c'est pendant votre propre tour, bah en fait, vous savez que vous avez accès pendant un tour de table complet et votre tour en plus suivant. Donc c'est très intéressant, c'est assez sympa, c'est de la bonne Impulse Draw comme on aime bien. Après la condition à remplir, ça fait que pour moi, je pense que Stellali, si vous voulez jouer vraiment autour de cette condition de jouer votre deuxième sort à chaque tour, vous allez beaucoup jouer également sur de la draw tout court en fait, sur les cantrips. Les cantrips, pour ceux qui ne savent pas, ce sont en fait les sorts qui généralement coûtent très peu cher, souvent un mana, et qui vont en fait faire un effet simple, et vous faire piocher. Ou alors tout simplement juste vous faire piocher pour un mana. Par exemple, Brainstorm, techniquement c'est un cantrip. Voilà. C'est pas le meilleur exemple. Si je veux dire, on peut parler également de prédestination ou de contemplation, voilà, qui sont des sorts en effet de cantrip, puisque pour un mana, ça nous permet de piocher également derrière, et en plus on a le petit filtrage avec le regard, pareil, Vision du Sérum, c'est également la même catégorie. Donc vous voyez un petit peu la logique, et il y a d'autres sorts comme ça, la fureur de la meneuse de guerre, il me semble, j'ai oublié, qui coûte 1 rouge, c'est un rituel qui donne l'initiative à toutes vos créatures, mais également qui vous fait piocher. Let's go, voilà. Donc on a ce petit côté cantrip qui fonctionne très bien avec Stellali, puisque l'objectif ça va être juste de, hop, je vais jouer, mes éphémères, mes rituels, hop, on est parti. Alors après, techniquement, la première capacité ne dit jamais deuxième éphémère ou rituel à chaque tour. Mais c'est juste que comme on est dans une logique avec la seconde capacité, en mode on veut lancer un maximum d'éphémères et de rituels pour justement arriver au troisième sort et pouvoir copier ce troisième sort d'éphémère de rituel, ça fait que on va avoir tendance à optimiser, à dire par exemple mes 3 premiers sorts ça va être ou mes 2 premiers sorts ça va être des petits cantrips éphémères rituels peu chers qui me font piocher, donc du coup hop je garde toujours le même CA, c'est-à-dire le même nombre de cartes en main, et derrière on est avec la dernière capacité qui va être tiens je vais peut-être lancer un plus gros sort maintenant et réussir à copier ce sort en plus grâce à Stellali. Donc on est dans cette logique très Spellslinger en fait, voilà, donc les éphémères, les rituels, mais qui peut fonctionner également hors éphémères rituels grâce à Stellali, puisque, mine de rien, si vous la lancez et que derrière vous lancez un deuxième sort, vous déclenchez déjà sa capacité, ce qui est très intéressant également. Donc, il y a beaucoup de choses assez intéressantes, mais... Faut calmer Thibaut. Mais en gros, la situation que moi je vais décrire un petit peu, c'est que déjà, sur la première capacité, on est sur de l'Impulse Draw. L'Impulse Draw, ça veut dire qu'on a accès aux cartes jusqu'à la fin de votre prochain tour, d'accord, mais ça veut dire également que l'utilisation de ces cartes-là, en termes de temps, de timing, elle est limitée. Vous avez un temps restreint, une contrainte pour pouvoir les lancer. Ce qui est... Alors, certes, c'est sympa, parce que après tout, c'est une carte qui nous est offerte par la capacité, c'est cool. Mais de l'autre côté, en fait, quand on joue bleu-rouge, par exemple, tout ce qui est contre-sort, etc., c'est vrai que tout ce qui est gestion, réaction un petit peu, c'est des cartes que vous allez peut-être oublier un peu plus avec Stellali, parce que vous êtes beaucoup plus proactif, en mode, mais en fait, je veux faire des trucs, mais pas forcément toujours en réaction à ce qui se passe chez les adversaires, mais juste en fait de manière à avoir moi de la plus-value. Et là-dessus, c'est là où ça me dérange un petit peu plus, parce que c'est dommage de pas ça serait dommage de pas exploiter cette partie-là, sauf qu'avec la capacité de Stellali en Impulse Draw,
Et j'ai un petit problème, voilà, avec ce côté où vous allez perdre peut-être des contre-sorts au passage, parce que, bah, voilà, vous allez impulse draw dessus, et puis, bah, les adversaires, ils vont faire, bon, bah, je vais éviter de lancer mon gros sort, et voilà. Voilà, là, on est un peu plus dans le côté, je touille avec mes éphémères rituels, et un peu moins dans le côté, je peux avoir un peu plus de contrôle sur la game. Donc voilà, on est vraiment dans le côté bleu-rouge, très, bam, vas-y, je fais quelque chose d'explosif. Et c'est pas forcément alors voilà, c'est à titre personnel, c'est pas forcément une stratégie c'est plus une stratégie qui m'intéresse tant que ça. Donc voilà, je suis un petit peu moins chaud, mais par contre on voit les possibilités, on voit le fait de copier des gros éphémères rituels imposants après avoir lancé d'autres petits sorts. C'est vrai que c'est très intéressant là-dessus, d'autant plus qu'il n'est pas précisé que les trois sorts doivent être des sorts d'éphémères rituels. Du coup, si vous voulez lancer des sorts par exemple qui coûtent 0, je pense à certains artefacts par exemple, ça peut être très intéressant également, dire ah bah tiens 0, 0, bam, tac. Ça peut être très intéressant dans ce sens-là, donc il y a de l'optimisation possible, et il y a une version plus à la cool, j'ai envie de dire, qui peut être jouée en mode, bah tiens, je touille un petit peu avec mes éphémères rituels, let's go, ou alors optimiser à fond avec des sorts gratuits, etc., et puis bam, on met deux grosses patates, on copie deux gros éphémères rituels avec Stellalie, voilà. Allez voilà, je déblatère beaucoup, mais bon, vous savez, je joue beaucoup bleu-rouge, j'ai beaucoup testé la bicolorité, mais autre chose également, et ça c'est un truc qui me fait très peur, c'est si jamais vous voulez jouer le deck tel quel, bah c'est très bien, parce que le deck est bien construit autour, mais si vous voulez construire votre propre deck Stellalie, faites attention, parce que ça veut dire également que le commandant, vous allez peut-être avoir tendance à le centrer beaucoup trop au centre de la stratégie, et que toute la stratégie repose sur elle. Et le moment où vous l'avez plus, ça va peut-être être un problème pour vous. Voilà. Mais là, on va parler du reste du deck, parce qu'il n'y a pas que Stellalie dans le deck, heureusement, sinon il y aura un sacré problème. Mais on va parler du commandant secondaire, on va parler de Eris, le rugissement de la tempête, une créature élémentale et psychagogue, oui, qui coûte 10, oui, dont un bleu et un rouge. C'est une 4-4, et il coûte 2 de moins à lancer pour chaque valeur de mana différente parmi les cartes d'éphémères et de rituels dans votre cimetière. Il a le vol et la prouesse, oui, et à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, créez un jeton de créature 4-4, rouge, élémental et dragon avec le vol et la prouesse. Intéressant. J'aime beaucoup en fait Eris parce que la réduction de coût, mine de rien, elle est pas si déconnante que ça. On a des sorts à 0 qui existent, si jamais vous le savez, il y a des sorts à 0 qui existent en éphémère rituel. Hein. On a des sorts à 1, 2, 3, c'est assez facile à mettre en place dans un jeu Spellslinger. Donc du coup, déjà de base, on peut très très rapidement en fait réduire le coût de Eris, mais alors à un coût presque ridicule. Je veux dire, il pourrait quasiment coûter que 4, voire même 2. Et en plus, la réduction de coût peut s'appliquer plus tard avec l'augmentation, avec la taxe de commandement. Donc du coup, c'est super intéressant. On est sur un commandant qui a une réduction de coût vraiment sympa et pas trop compliqué à mettre en place non plus, si on recherche un petit peu. Ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur un commandant également qui est très aggro. On est sur le côté, bah tiens, vol prouesse, et il fait des vols prouesse derrière, donc on est sur un truc, voilà, bam, ça veut mettre des patates, et comme j'expliquais tout à l'heure avec Stellalie, l'objectif avec Eris, ici, ça va peut-être être plus de jouer des petits sorts, d'éphémères rituels, beaucoup les cantrips, encore une fois, en disant, bah tiens, hop, je vais jouer un petit truc, piocher une carte, hop, je rejoue un petit truc, je pioche une carte, c'est mon deuxième sort du tour, bam, je fais un élémental dragon, et on se retrouve avec, tiens, de la prouesse, let's go. C'est presque dommage que les petits des élémentaux dragons n'aient pas la célérité en plus, mais on est en bleu-rouge, du coup ça n'est pas un problème, le rouge peut gérer ça, et à rajouter la petite célérité en plus, donc voilà, ça fait plaisir. Ce que j'aime bien encore une fois, c'est que Eris, au niveau de sa capacité déclenchée pour créer les dragons, ne fait pas référence à éphémère rituel uniquement, il fait référence au deuxième sort à chaque tour. Donc, encore une fois, t'es là, bah oui, pendant mon tour, je peux jouer une créature, bam, jouer une deuxième créature, poser mon board, et en même temps, du coup, créer un dragon en plus. Ce qui est très intéressant, parce que c'est une autre façon d'aborder également la chose. Donc, j'apprécie également ce côté-là, parce que on peut vouloir mettre du board, mettre des créatures, mettre autre chose que juste lancer des éphémères rituels, et Eris va apprécier ça également. Donc, ça fonctionne très bien là-dessus. Je rappelle également, voilà, si vous voulez vraiment optimiser un petit peu, notamment la réduction de coût d'Eris, il y a beaucoup de sorts de défausses également qui existent dans le rouge, dans le bleu-rouge également, mais en gros c'est très intéressant parce que le sort en question a une valeur de mana, les cartes que vous allez défausser peuvent également avoir une valeur de mana qui va être différente de celle du sort, ce qui fait que du coup on a déjà un petit panel de valeurs de mana différentes
pour réduire le coût d'Eris. Donc, c'est très bien. Et puis, voilà, faut en profiter un petit peu. Le commandant a de l'évasion, etc. Je rappelle qu'on est en bleu-rouge. Bon, j'ai expérimenté ça assez récemment avec l'importance de la phase de combat, notamment en bleu-rouge, avec Bilbon, notamment. Et ben, je vous dirais, Eris, il est en bleu-rouge. C'est-à-dire, tour supplémentaire, combat supplémentaire. Si vous voulez taper comme des sauvages en permanence avec votre commandant et peut-être tuer des gens avec ça, et peut-être tuer également avec vos dragons à côté en plus, que vous allez créer, eh ben, c'est con, mais en fait, si juste vous enchaînez les phases de combat supplémentaires, alors avec les combats sup et avec les tours sup, les adversaires, en fait, ils vont pas avoir le temps de respirer, en fait, là-dessus. Donc ça peut être très intéressant et ça peut être très fonctionnel. Voilà, donc, voilà, mini deck tech pour vous. Voilà, vous avez à peu près la stratégie qui peut très très bien fonctionner avec Eris. Donc voilà, il suffit juste de trouver un équilibre dans tout ça, et dans comment est-ce qu'on met en place tous les éléments pour que le deck fonctionne. Parlons maintenant des autres commandants réédités qui peuvent être à la tête du deck, et alors, il y a à boire et à manger dedans, hein, voilà, mais bizarrement, il y en a certains, c'est pas vraiment étonnant de les voir ici, notamment on a Niv-Mizzet Parrain qui est de retour. Bon alors, le côté éphémère rituel, j'en parlais tout à l'heure, le côté, bah tiens, je vais lancer des sorts régulièrement, donc il y a de la pioche également proposée grâce à Niv-Mizzet, puisque c'est lui-même un moteur qui transforme aux éphémères rituels en cantrip, donc tu es là, bah, ok, let's go. Mais on est sur une autre logique, moi j'ai envie de dire là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de jouer Niv-Mizzet en commandant, c'est pas le truc qui me vient en premier. Je trouve que les deux commandants principaux sont un peu plus à leur place. On a également Kazha, chasseuse du roulis. Alors, à la tête du deck, ça peut être sympa, mais ici, c'est un très bon support par contre pour le fonctionnement du deck, notamment avec la copie que veut vouloir faire Stella. Donc c'est assez intéressant là-dessus, ce petit côté, bah tiens, je vais réduire le coût de mon gros sort que je veux copier derrière. Avec Kazha, ça fonctionne très très bien, donc oui. Et bien sûr, ils l'ont réédité, et c'est pas rien, c'est Vayran, la voix de la dualité. Ouais. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on en est à un stade où Vayran fait partie des meilleurs commandants bleu-rouge qui existent, dans le terme de spellslinger avec capacité de clencher dans tous les sens. Ici, c'est oui. Je veux dire, dans tous les cas, c'est oui. Alors, par contre, ce qu'il faut faire attention avec Stellalie et Eris et Vayran, c'est qu'il faut que ce soit un éphémère ou un rituel qui déclenche les capacités en question. Là où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le deuxième sort qui est précisé, non pas le deuxième sort d'éphémère ou rituel. Donc du coup, ces deux commandants-là, faire attention au niveau de la synergie avec Vayran, comment est-ce qu'elle fonctionne. Par contre, voilà, je veux dire, c'est très très fort de manière générale, donc vous pourrez vous amuser avec Vayran et avec le reste du pack. D'ailleurs, Vayran, vous pouvez le mettre à la tête du deck parce que c'est débile de manière générale. En commandant réédités qui ne pourront pas être à la tête du deck, mais qui sont quand même sympas, on a Octavia, la thèse vivante, et Talrand. Alors, je parlais du côté un petit peu aggro tout à l'heure avec Eris. Eh ben, c'est vrai qu'Octavia, là, on a un niveau au-dessus. Mais ce qui est marrant, c'est qu'Octavia ressemble beaucoup à Eris sur certains points de vue, c'est-à-dire, voilà, le côté, bah tiens, on réduit le coût du commandant avec les éphémères rituels, ok, et tiens, on peut créer du body en plus, là on n'en crée pas avec Octavia, on les transforme. Alors, imaginez les deux ensemble, c'est un ravage, quoi. Donc, j'avoue que là-dessus, c'est très intéressant au niveau du fonctionnement d'Octavia, ça aide pas mal, en fait, de Eris, peut-être moins Stellalie, bien sûr, mais Octavia avec Eris fonctionne très très bien. Talrand, par contre, de manière générale, c'est vrai qu'on reste sur un gros classique. On joue Spellslinger, on joue des éphémères rituels, on veut un Talrand parce que Talrand, bam, il crée des bodies en plus, comme pour Eris, sauf que bah, lui, il est mono bleu, voilà. Et c'est un petit peu plus une restriction également. Mais très très bien de manière générale dans les decks Spellslinger. On va maintenant s'attaquer aux nouvelles cartes du deck. Et aux cartes bleues pour commencer, avec la fonderie du faussaire, un artefact qui coûte 3 dont 1 bleu. Vous pouvez l'engager pour rajouter 1 bleu, et quand vous dépensez ce mana pour lancer un sort d'éphémère de rituel avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3, vous pouvez exiler ce sort à la place de le mettre dans le cimetière de son propriétaire au moment où il se résout. Et pour 5 dont 2 bleus et en l'engageant, vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi les cartes exilées par la fonderie du faussaire sans payer leur coût de mana, n'activer que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ok, alors, on est sur un caillou, déjà de base. 3 mana pour un caillou qui fait qu'une seule couleur.
ok, bon, c'est pas terrible. Mais évidemment, le côté, on va stocker des cartes en exil, si jamais elles ont une valeur, enfin, les éphémères rituels ont une valeur de 3, en fait, ceux qui sont lancés avec ce mana. C'est très intéressant parce que moi, je trouve que le côté stockage et le côté relance, ça se trouve dans ces couleurs-là. D'ailleurs, il y en a d'autres dans le deck, on en reparlera. Mais c'est toujours bien, en fait, parce que les éphémères rituels, mine de rien, quand on les utilise, on est là, ouais, bah, si on récupère pas tout ça, c'est de la perte, finalement. Ça se perd, et on pourra pas le récupérer, ou alors ça va être plus compliqué, ou alors ce sera une carte à la fois. Ici, la fonderie du faussaire nous permet carrément de relancer tout ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la fonderie du faussaire, techniquement, ne se perd pas dans l'utilisation de sa deuxième capacité. C'est-à-dire, vous pouvez juste l'utiliser. Hop, bah tiens, j'avais par exemple 2 ou 3 sorts qui coûtent... Enfin, j'avais par exemple des sorts qui coûtaient 3, pourquoi pas. J'en avais 3, et puis hop, bah pour 5, je les relance, voilà, parce que j'ai rien à faire ce tour-ci. Voilà, let's go. Et alors, ce qui est cool, c'est que ça fonctionne, parce que c'est du coup premier, deuxième sort, peut-être troisième sort. Du coup, ce qui fonctionne avec Stellalie et avec Eris, génial, après tout. Et derrière, ça repart au cimetière, donc du coup, on peut éventuellement les récupérer d'une autre manière par la suite. Donc ça, c'est très très sympa. Et comme on perd pas cette fonderie, bah derrière, ça va être, ah bah tiens, elle continue à faire du mana, elle continue à stocker des cartes pour plus tard. Et oui, en effet, et ça va être utile le tour où vous en avez besoin. Donc c'est vraiment une bonne carte, un bon petit design très sympa. Et honnêtement, je pense qu'il peut rentrer dans la majorité des decks Spellslinger aujourd'hui, à partir du moment où on aime bien le fait de lancer des éphémères rituels, pas forcément être dans une version contrôle, mais un peu plus dans une version juste boui-boui, un peu plus proactive. Bah c'est vrai que là-dessus ça peut être pas mal. On continue avec un rituel qui s'appelle Prête à l'attaque, qui coûte 3 dont 1 bleu. Piochez une carte, puis piochez une carte pour chaque autre sort d'éphémère et de rituel que vous allez lancer ce tour-ci. Et c'est une carte qui a le complot pour 4, dont un bleu, c'est-à-dire qu'elle peut être mise en exil pour 4 mana, face révélée, et elle pourra être lancée gratuitement en rituel durant un prochain tour. Ok. Prêt à l'attaque, clairement, le coup de complot, il est là juste pour dire, bah tiens, si tu veux faire un gros tour à un moment, voilà, sur un tour, dire, bah tiens, je vais lancer plein de petits sorts à 1, bam, 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 on est parti. Et ben, c'est vrai que prêt à l'attaque, derrière, ça va être la conclusion en disant, bah tiens, je vais piocher plein de cartes avec. Bien sûr, on sent le côté second sort du tour, parce que c'est vrai que prêt à l'attaque, si c'est le deuxième ou le troisième sort, surtout le troisième sort, ça devient beaucoup plus intéressant de dire, pour 3 mana, je pioche 3 cartes, c'est très sympa. Mais bien sûr, voilà, c'est la petite contrainte, il faut absolument le mettre dans le bon timing. Ce qui fait que prêt à l'attaque, je pense que soit on va utiliser le complot de manière efficace, soit c'est une carte de quasiment fin de game où on va vider la main, et on va dire, bah tiens, maintenant je repioche en plus pour tout ce que je viens de vider. Et en effet, là-dessus ça fonctionne, mais c'est finalement assez situationnel là-dessus. On enchaîne avec le Dracon du Tonnerre, une créature Dracon qui coûte 2 dont 1 bleu, c'est une 2-1 vol, et les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Et pour 3 dont 1 bleu, sacrifiez le Dracon du Tonnerre. Quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère ou de rituel ce tour-ci, copiez-le pour chaque fois que vous allez lancer votre commandant depuis la zone de commandement pendant cette partie. Alors, la réduction de coût pour 2 mana, top. Je veux dire, génial. Absurde au possible, parce que réduction de coût sur éphémère rituel pour 2 mana, il n'y en a pas beaucoup qui le font, notamment l'électromancien gobelin, voilà, qui est très très bien, bien sûr, mais lui il est au sol, voilà. Donc bon, c'est un petit peu moins fat. Mais de l'autre côté, l'électromancien gobelin ne fait que réduire les coûts, et puis c'est tout. Ici, le Dracon du Tonnerre nous permet de faire quelque chose de très fort, parce que si jamais on a perdu notre commandant, si jamais on est obligé de le relancer, etc., c'est vrai que c'est toujours on trouve ça toujours ça un peu poussif, mais ici on a une vraie récompense, et ça peut véritablement, ça peut être un kill, ne serait-ce que pour 3 mana, copier ne serait-ce que 2 fois le prochain éphémère ou rituel que vous lancez ce tour-ci. Dans certaines situations, ça peut tuer une table, hein, voilà, dans certains sorts qui permettent de mettre des blessures directes aux joueurs, ça peut être extrêmement fort. Donc là-dessus, Dracon du Tonnerre, c'est une très bonne carte. Et si vous jouez, alors parce que là, on pense à Stellalie bien évidemment en premier, hein, elle est pas très chère, elle coûte que 3 mana, c'est cool, donc du coup à relancer, même ne serait-ce que la relancer 3 fois au total, même si la 3e fois elle coûtera 7 mana, c'est quand même déjà pas mal. Mais, je vous ai rappelé tout à l'heure que Eris était dans la partie, et que Eris, on peut réduire son coût de manière à compenser la taxe de commandement.
Voilà, si on y arrive, c'est vrai que relancer en boucle notre commandant pour 2, voire 3 mana dans certaines situations, les adversaires, ils vont vite être perdus, quoi. C'est un peu la catastrophe, là. Donc, le Drakon fonctionne également extrêmement bien avec Eris. Donc, oui, très très plaisant. Et il y a évidemment d'autres combos possibles avec des commandants qui reviennent en boucle, n'est-ce pas, Dargo ? Je te regarde. Donc il y a moyen de faire des choses avec ce Drakon du tonnerre, et c'est une très bonne carte. On passe aux nouvelles cartes rouges avec le Degensor Crépitante, une créature humain et sorcier qui a le Flash, qui est une 2-2 pour 5, dont 2 rouges. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé, le prochain sort d'éphémère rituel que vous lancez ce tour-ci a le déluge. C'est-à-dire que quand vous lancez ce sort, vous le copiez pour chaque sort lancé avant lui ce tour-ci, en choisissant de nouvelles cibles pour la copie si vous le souhaitez. Alors déjà, l'illustration est magnifique, c'est fabuleux. De l'autre côté, franchement, alors, parce qu'on avait déjà eu le Dualcaster Mage qui existait, qui permettait justement de copier un éphémère rituel en arrivant en jeu. Là, on est sur une autre logique, on est sur du déluge, ce qui est quand même très très fort. J'ai envie de dire, je suis moyennement chaud pour le Degensor, parce que on peut pas le cheater. Il faut qu'on l'ait lancé, à moins qu'on le lance gratuitement, ce qui serait une très bonne possibilité, mais il faudrait qu'on l'ait lancé pour que sa capacité se déclenche. Ok. Donc pas de cheat réellement possible, ou du moins beaucoup moins de cheat possible. De l'autre côté, le déluge, ça veut dire que... Alors, le Degensor compte déjà pour lui-même, bien sûr, donc c'est plutôt pas mal. Et le suivant, en fait, à moins que vous ayez beaucoup de mana, et j'ai l'impression que ça va être très compliqué, en fait, de mettre en place le Degensor avec un déluge efficace. Je sais pas, pour moi, le 5 mana, en fait, ça fait que... Alors, certes, Déluge, c'est très fort comme capacité, mais ça met en place beaucoup de restrictions, en fait, en termes de combien de mana on peut dépenser pour le sort en question, et du coup, l'efficacité que ça peut avoir derrière, quoi. Donc, je ne sais pas. Je vois où veut en venir la carte, mais je pense que le coût de mana du Degensor, ne serait-ce qu'un mana de moins, aurait été peut-être meilleur. Voilà. Ici, à 5... ça commence à coincer un peu pour moi, à moins qu'on commence à lancer des sorts gratuits en boucle, voilà. Donc, comme on en parlait tout à l'heure avec Stella, bien sûr. On continue avec l'éruption élémentaire, un rituel qui coûte 6, dont 2 rouges. Créer un jeton de créature 4-4 rouge, élémental et dragon avec le vol et la prouesse, et ça a le déluge. Alors là, on retrouve le côté un petit peu de Eris, tout simplement, avec les fameux dragons élémentaux vol prouesse. Ok. Ce qui en fait pas des mauvaises cartes en fait en soi, et je me dis que comme on en parlait tout à l'heure avec le côté tiens, je vais jouer avec des petits éphémères rituels dans le deck de manière à pouvoir cantrip et pouvoir cumuler beaucoup de sorts. C'est vrai qu'éruption élémentaire, si on arrive déjà à le copier de base, ne serait-ce que 2 fois avec le déluge, mais également avec la capacité de Stella Lee, et d'un seul coup ça devient super intéressant. Ça devient même très très fort, parce qu'on peut se retrouver avec un beau board créé comme ça, et un board en plus qui aime justement les sorts de non-créatures. Donc ouais, ça fait plaisir. Donc c'est une assez bonne carte, dans les bons decks bien sûr. Donc voilà, faites attention également à le jouer dans les decks qui peuvent éventuellement réduire les coûts, ou bien jouer beaucoup de sorts, de petits sorts auparavant. On a également un nouveau rituel qui s'appelle la charge pyrétique, qui coûte 5 dont un rouge, défaussez-vous de votre main, puis piochez 4 cartes. Pour chaque carte défaussée de cette manière, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour, et elle a le complot pour 4 mana dont un rouge. C'est dingue parce que tout à l'heure je parlais avec Eris, du fait que vous avez des sorts de défausse disponibles, et que ces sorts de défausse vont pouvoir vous mettre pas mal de sorts d'éphémères et de rituels, avec des valeurs de mana différentes dans le cimetière. Donc là-dessus, charge pyrétique, c'est un bon exemple également. Ce que j'aime bien en fait, c'est que sur une main notamment assez vide, avec des sorts pas très intéressants, éventuellement beaucoup de terrain, charge pyrétique, ça vous permet de donner du gaz également à votre board. Donc vous pouvez le jouer de manière... j'ai envie de dire défensive, en jouant un petit peu le filtrage, tiens, je vais me défausser pour repiocher les bonnes cartes peut-être, mais également de manière plus offensive en disant tiens, non, je me défausse de 4 cartes par exemple, ou de 5 cartes, ou de 7 cartes, parce que vas-y, je pioche comme un gros goré, et charge pyrétique va donner un gros boost en fait à toutes vos créatures, ce qui peut être très pertinent, puisque on l'a vu, Eris fait des volants, Eris est lui-même volant, donc ouais, ça peut être très intéressant là-dessus. Donc ouais, il y a de bons éléments, et évidemment le complot ici, c'est quoi l'objectif ? C'est de dire, ok, j'ai moyen de récupérer 4 cartes de ma main, mais pourquoi pas le faire en fait en ayant dépensé 0 mana pour lancer le sort ? Oui, en effet.
Et ça fonctionne très bien. Avoir un tour où d'un seul coup on dit ah bah tiens, non mais moi je me défausse de ma main, je fous un boost sur le board, je récupère 4 cartes, et maintenant j'ai mes manas disponibles et 4 cartes disponibles pour, paf, rebalancer de la sauce. On enchaîne avec la dernière carte du rouge qui est un véhicule, c'est la diligence incandescente. Il y a du feu partout. Voilà. Un artefact véhicule qui coûte 4 dont 1 rouge. Quand il est animé, c'est une étoile 5 avec pilotage 2. La force de la diligence est égale au nombre de cartes d'éphémères et de rituels dans votre cimetière. Logique. Et à chaque fois que l'intelligence attaque, le prochain sort d'éphémère et le prochain sort de rituel que vous lancez ce tour-ci ont chacun la cascade. Je rappelle, cascade, ça veut dire que vous allez pouvoir devoir exiler les cartes dessus de votre bibliothèque jusqu'à exiler une carte non-terrain qui coûte moins cher que le sort qui a la cascade. Et vous pouvez lancer cette carte gratuitement. Le reste va en dessous de la bibliothèque. Voilà. Donc bon, c'est très intéressant la cascade, c'est très sympa, et surtout, ben, comme on disait, hein, c'est un bon moyen de cheater un peu les coups, de cheater également le nombre de sorts que vous allez lancer, parce que bon là, dire bah tiens, elle attaque, bam, je lance un sort, ok j'ai une cascade, automatiquement on commence à tomber sur le deuxième sort du tour, tout de suite, et ouais, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc la diligence incandescente, elle est très logique en fait dans le pack. Alors la seule chose qui m'embête un petit peu, c'est le côté, bon ben, il faut qu'elle attaque. Bon, elle a 5 d'endurance, qui est quand même pas mal hein, pour un véhicule qui arrive pour 4 mana. Le pilotage 2 est très très simple, donc là-dessus, je pense qu'on peut assez bien faire fonctionner le deck. D'autant plus que, vous le remarquerez, mais il y a beaucoup de créatures du deck qui ont 2 de force. Voilà. Donc oui, c'est pas mal du tout. Voilà, après, bon, c'est possible que la diligence n'ait pas beaucoup de force au départ, mais honnêtement, vu la plus-value qui va être faite avec la double cascade, c'est très intéressant. Le fait également, voilà, c'est le prochain éphémère et le prochain rituel. Donc sur un tour, ça peut être extrêmement prolifique de dire, bah tiens, voilà, je vais pas lancer 2 sorts, je vais en lancer 4 en fait grâce à la cascade. C'est très sympa et honnêtement, ouais. C'est une bonne carte. On a également un artefact qui s'appelle la baguette de sourcier à ligne-lait, qui coûte 2 mana, et vous pouvez l'engager pour 1 mana, et meuler une carte. Vous pouvez mettre dans votre main une carte d'éphémère ou de rituel meulée de cette manière. Engager une créature légendaire dégagée que vous contrôlez, dégager la baguette de sourcier à ligne-lait. Je suis... ouais, là je suis un petit peu plus dubitatif quand même hein, autour de la carte. Je vois la logique, mais bon, se meuler en espérant pouvoir meuler un éphémère rituel qui va finir dans votre main ensuite, t'es là, bon, pourquoi pas, mais je vois pas vraiment l'intérêt, quoi, à part dire je vais remplir le cimetière. Dans certains cas, en effet, ça peut être intéressant, mais je pense qu'il y a mieux, en fait, et plus efficace en termes d'auto-meule. Ça fonctionnera mieux, même si on pourra pas forcément récupérer ou utiliser plusieurs fois la baguette. C'est ça aussi, il y a une petite restriction là-dessus. Donc voilà, si jamais vous voyez une utilité un petit peu plus grande, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, bien évidemment, comme d'habitude. On va parler un petit peu maintenant des bonnes rééditions de ce deck. Je pense que on va devoir faire un peu la totale, hein. Mais là, j'ai un bon package pour vous. On va parler un petit peu déjà réduction de coûts d'éphémères et rituels, et en plus j'ai un petit peu de rampe pour vous. Notamment on a l'électromancien gobelin et le djinn hautain qui sont pas mal du tout, hein. Voilà, des réducteurs de coûts, on en parlait tout à l'heure, c'est très important. C'est plus efficace qu'un simple sort de rampe. On a également le miroir maudit qui est là, et l'horloge de minuit. Alors les deux ayant une double fonction qui est très intéressante, parce que bon, miroir maudit, faut pas croire, mais avoir une copie d'une autre créature pendant un tour, ça peut être très très pertinent pour faire des tours un peu dégénérés. Donc ouais, ça fonctionne très bien. Et l'horloge de minuit, bien évidemment, de la pioche en plus, on est toujours content. J'ai également la création de jetons, alors c'est un petit mix, hein, parce que, comment dire, il y a beaucoup de jetons différents qui existent, mais là, on a un peu la totale. Le deck contient... Attention, accrochez-vous, hein, parce que j'ai vu la liste et j'étais là... Ah ouais, quand même. Ils ont fait... Ouais. Ils ont fait des trucs, quoi. Artiste au four à tempête, le mystique bruissant, le jeune pyromancien, l'iconoclaste de la troisième voie, et le typhon de requin. Oui, vous avez bien entendu, il y a un typhon de requin dans ce deck, attention. Voilà, pour ceux qui se rappellent le typhon de requin qui cotait une fortune à une époque. Ouais, voilà. Comment dire, Est-ce qu'il nous manque un truc dans la liste, là en termes de création de jetons, je suis en train de réfléchir. Il nous manque, à la limite, l'enchantement qui fait des... j'ai oublié à chaque fois, ça y est. Invocation métallurgique, voilà. Il nous manque à la limite celui-ci, mais c'est le seul que je vois absent en fait. Hein. C'est assez dingo là-dessus. Donc ouais, je suis
je suis assez bluffé. Là, pour le coup, on a, j'ai envie de dire, quasiment tout. On a Talrand, donc ouais, ça va. Non, il y a quasiment la totale, quoi. Limite, il manque Saeli, le petit Planeswalker de la guerre des Planeswalkers. Mais honnêtement, voilà, on peut pas tout avoir non plus. Mais c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal du tout. Donc, ici, la création de jetons, c'est super intéressant parce que on a du vol, ce qui est super important, hein, parce que bon, à un moment, alors oui, on a Eris en tant que commandant secondaire, mais bon, il est commandant secondaire, il est pas en zone de commandement, hein, à moins que vous changiez. Mais c'est super intéressant d'avoir des volants en plus, parce que c'est de l'évasion, donc du coup, un moyen de gagner assez agressif et plutôt efficace. Et de l'autre côté, un bon moyen de bloquer éventuellement des menaces plus importante que la nôtre, et plus directe, j'ai envie de dire, en termes d'aggro. Donc c'est très important, et surtout le reste, je veux dire, on est sur des bodies qui sont super bien, et pas cher. Voilà, Jeune Pyromancien et Iconoclaste coûtent très peu cher à lancer, c'est les meilleurs là-dessus. Et l'artiste au four à tempête, eh ben oui, c'est l'artiste au four à tempête, quoi. C'est excellent qu'il le réédite dans un deck. Moi, j'avoue que je suis extrêmement heureux. Et voilà, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Passons maintenant un petit peu aux autres sorts d'éphémères et de rituels, un petit peu sympa, un petit peu big. Ceux qu'on aime bien, justement, avoir dans nos sorts copiés, puisqu'on rappelle que c'est un peu le but de Stellalie avec sa deuxième capacité, hein, sa capacité activée. Il y a l'expérience épique, qui est plutôt marrante, bien évidemment. Le refrain entraînant aussi, ça j'avoue que ça fait plaisir de le revoir réédité, bien évidemment. Mais il y a également d'autres sorts, je pense notamment au sort à X. Je vais penser d'ailleurs au summum de la promesse, qui permet de faire beaucoup de débilité en fait avec votre cimetière. Donc ça fait très très plaisir. Et en termes de récursion également, on a la maîtrise de Mizzix, qui est quand même excellente, justement pour pouvoir récupérer tout ça et rebalancer la sauce. Alors, je vais pas vous faire le détail derrière, mais je vais vous expliquer globalement un petit peu l'idée. C'est que le deck contient énormément, et j'insiste vraiment là-dessus, énormément de bons spells, de bons petits spells, notamment tous ceux dont je parlais, les petits cantrips. Il y en a une énorme majorité qui sont déjà dans le deck. Voilà, donc vous ferez plaisir. Je parlais de sorts de défausse également, il y en a aussi. On a pas mal d'éléments qui sont super intéressants là-dedans. Donc c'est très très sympa. Ça fonctionne très bien en fait, à la fois avec notre commandant principal, avec Stellalie, et avec Eris. Donc oui, on est sur des cartes qui sont très efficaces. On a du loot, on a de la pioche en grande quantité. Des fois, voilà, par exemple, je pense Summum de la Révélation également, qui est présent dans le deck. Donc c'est très très intéressant. Il y a d'autres sorts qui sont un petit peu plus discutables, notamment parce que souvent c'est des sorts un petit peu génériques qui sont juste bons, et c'est des sorts de Spellslinger plutôt classiques, qui sont un peu passe-partout, mais de manière générale, ouais, on est sur du bon Spellslinger, quoi. Et j'ai également un petit ajout avec deux créatures dans le pack, je vais revenir même 3, en fait, qui trigger sur les Spellslinger et qui sont très intéressantes. Il y en a 2 qui sont dans la même logique, c'est le champ électrostatique et le gobelin des rues. Bah oui, parce qu'on est sur un deck qui va vouloir lancer plein de petits sorts, qui va vouloir faire du cantrip, etc., dans beaucoup de situations. Et c'est génial, en fait, d'avoir ces trucs-là qui mettent des dégâts directs aux adversaires. C'est un des moyens qu'on a de faire de la pression, en fait, assez rapidement. Et il y en a un autre, encore une fois, alors là, j'applaudis vraiment les développeurs de ce deck qui ont vraiment eu les couilles, mais énormes. C'est l'Archimage Émérite qui est réédité. Alors, c'est pas spécifiquement l'Archimage Émérite qui me fait dire ça, mais c'est juste que quand je vois le nombre de rééditions qui viennent notamment de Strixhaven, et qui venaient des decks ou qui venaient de l'extension et qui n'avaient pas ou très très peu été réédités, ça fait plaisir de les voir dans un deck préconstruit en fait de base, chose qu'ils n'avaient pas fait à l'époque, donc autant vous dire que ouais, ça fait plaisir de voir ces cartes-là. Donc Archimage Émérite, évidemment, un excellent moteur pour transformer tous vos éphémères et rituels en cantrip, et en plus ça fonctionne avec les copies, donc c'est très sympa. Alors, si je dois faire un bilan de ce deck, je vous ai dit au début que j'avais un peu de mal, j'ai toujours un peu de mal avec ce deck. J'ai pas du mal avec le deck, j'ai du mal avec le commandant principal. Oui, c'est un commandant CEDH, j'ai pas fumé la moquette, ça a été montré, les gens ont exploité la carte, et je le comprends parfaitement. Mais dans un jeu un petit peu plus tranquille, plus casual, de manière non péjorative, en fait j'ai l'impression que Stellalie, beaucoup de gens vont avoir tendance à exploiter énormément autour du commandant en disant tiens, je vais essayer de faire des bêtises avec et tout.
Sauf que un des réflexes qu'on peut avoir, vu la puissance du commandant, avec le côté, bah tiens, je fais de l'impulse draw, bam, sur demande, je fais des copies d'éphémères de rituels, ce qui peut être extrêmement fort et qui peut être concluant pour une game, dans une game. Bah en fait, je trouve que c'est un commandant qui, pour moi, a un signal d'alarme en fait sur lui. Je le vois à une table, je vais jamais me dire ah ouais mais c'est bon, il va jouer tranquille. Pour moi, je le vois à une table, je le défonce. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc je ne dis pas qu'il faut bully tous les joueurs de Stellaly, je dis juste que le commandant est fort, il est très impactant, et le deck de base, rien que le deck de base, voilà, je le dis ici, il est très bon. On est à un niveau de deck préconstruit qui est élevé. Et là, en termes de consistance, etc., il y a quelques cartes, honnêtement, voilà, je vais pas en parler parce qu'on va pas tirer sur l'ambulance, mais il y a quelques cartes qui n'ont rien à faire là parce qu'elles sont très moyennes, voire dispensables, mais en effet, pourquoi est-ce qu'elles sont là? Parce que si ils avaient mis des cartes plus pertinentes, le deck aurait été dégénéré là-dessus. Donc, ce qu'on apprécie ici, c'est la consistance, et, je veux dire, tout le deck est vraiment tourné autour de cette thématique-là, et ça fonctionne bien. Ça fonctionne très très bien. On a un côté agressif avec Eris, mais on a un côté vraiment spellslinger boui-boui, un petit peu, qui peut être assez sympa. Moi, le seul truc qui m'avait dérangé avec Stellaly, en plus du côté warning dessus, c'est qu'en fait, même si on joue sur le côté deuxième sort du tour, en fait, j'ai pas l'impression que ça révolutionne beaucoup le jeu Spellslinger. On est sur un très bon commandant de cette stratégie-là, voilà, qui va, je pense notamment qu'avec si vous commencez à jouer tout ce qui met des dégâts à distance, comme le Gobelin des rues et le champ électrostatique, vous pourrez vous amuser à fond, mais il y a un moment, il faut faire peut-être des choix, je pense, au niveau de la constitution du deck. Là-dessus, ils ont voulu faire en sorte qu'il y ait quand même une présence en termes d'aggro et de présence sur le champ de bataille, donc ce que je peux comprendre parfaitement, mais c'est vrai qu'il y a moyen de l'exploiter de plusieurs façons différentes, et encore une fois, c'est toute la difficulté de la stratégie Spellslinger, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses possibles, beaucoup de façons de jouer différentes. Parce que jouer avec des éphémères rituels, ça ne suffit pas, il faut savoir quoi faire de ces éphémères rituels. Voilà. Et Stellaly, elle a décidé de faire des copies, voilà, et de faire des gros sorts copiés, ce qui est quand même très fat. Voilà, donc bon. Le potentiel est là, le deck est absurde, voilà, donc si vous aimez jouer avec les éphémères rituels, ou si vous aimez jouer beaucoup de sorts pendant un tour, amusez-vous avec Stellaly et avec le deck rapide de la gâchette, puisque c'est un très bon deck. Je déconne zéro, là. Voilà. C'est un excellent deck. Donc bon, voilà pour ma review de ce deck. Donc, mi-figue, mi-raisin, d'un point de vue personnel, j'aurais voulu quelque chose de plus original, mais d'un point de vue analyse, on se rend compte que le deck est extrêmement consistant. Voilà. Donc vous avez mon retour complet. Sur ce, on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour parler des prochains decks. Je vous rappelle que vous pouvez parler un petit peu dans les commentaires de ce que vous pensez, si vous avez testé le deck sorti de la boîte tel quel, ou bien si vous avez déjà d'améliorations à proposer, ou des cartes que dans le deck vous comprenez pas trop la place, etc., ou alors que vous aimez bien, et dont j'ai pas parlé. N'hésitez pas à discuter de tout ça dans les commentaires, bien évidemment. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine!